Bonjour à toutes et tous et merci aux organisateurs, merci donc au sein des femmes de m'avoir sollicité pour me donner l'opportunité de venir vous parler, non pas de vaccins aujourd'hui, mais de perturbateurs endocriniens et d'épigénétique. Et vous allez voir que toutes ces petites choses relèvent d'un dénominateur commun qui s'appelle la génétique moléculaire, qui est ma spécialité donc, à l'université. Voilà, alors sans plus tarder, donc, je vais vous présenter un petit peu l'articulation de mon intervention. Je vais d'abord définir ce que sont les perturbateurs endocriniens, faire un bref historique, mais ce sera très bref parce que là, je n'aurai pas suffisamment de temps pour développer cet aspect, donc on fait des choix. Mais donc définition historique, et je parlerai ensuite des principaux constats, des conséquences des perturbateurs endocriniens, et également je vous parlerai des principaux perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est pas pour nous remonter le moral, mais on va essayer d'y mettre un petit peu de gaieté quand même. Et puis je vous parlerai des caractéristiques des perturbateurs endocriniens, ce qui va vous permettre de comprendre pourquoi ces molécules dangereuses sont si facilement autorisées à la mise sur le marché. C'est-à-dire qu'en fait, les caractéristiques des perturbateurs endocriniens leur permettent de passer à travers les mailles du filet de la toxicologie réglementaire. Je ferai le lien entre les perturbateurs endocriniens et nos gènes pour terminer avec véritablement l'épigénétique, c'est-à-dire d'une manière plus générale comment l'environnement peut impacter nos gènes, comment l'environnement, quand je dis l'environnement, c'est vraiment l'environnement au sens large, ce n'est pas simplement le trou du cul des oiseaux, c'est vraiment voilà, l'environnement nutritionnel, l'environnement hormonal, l'environnement au sens large, l'affect, l'habitat, etc. Comment tous ces éléments peuvent impacter nos gènes avec de magnifiques études qui ont été faites sur le sujet. Voilà, alors on y va sans plus tarder. La définition donc d'un perturbateur endocrinien, on la doit à cette grande dame qui s'appelle Madame Theo Colborn, qui malheureusement nous a quittés en 2014, qui toute sa vie s'est battue contre ces molécules auxquelles elle a donné le nom de perturbateur endocrinien en 91. Et Madame Theo Colborn, en fait, a défini un perturbateur endocrinien. Alors, elle était, vous allez comprendre en fait le lien, elle était, Madame Theo Colborn, zoologiste et épidémiologiste. Et vous allez voir en quoi le fait qu'elle soit zoologiste l'a amenée à s'intéresser à ces molécules qu'elle a qualifiées de perturbateurs endocriniens et auxquelles elle a donné la définition suivante. Elle a dit un perturbateur endocrinien, en fait, c'est toute substance ou mélange. Vous allez voir que c'est très important, la notion de mélange, parce que la plupart des perturbateurs endocriniens auxquels nous sommes confrontés dans la vraie vie ne sont pas des molécules isolées, mais des mélanges, comme dans le cas des pesticides, par exemple. Un pesticide est toujours un mélange, que ce soit un insecticide, un fongicide, un herbicide, etc. Donc, toute substance ou mélange extérieure à l'organisme, donc qui va pénétrer notre organisme depuis l'extérieur, par la voie orale, par le derme, par l'air que l'on respire, etc. Et cette molécule ou ce mélange de molécules peut être d'origine naturelle. Il y a des perturbateurs endocriniens d'origine naturelle, comme par exemple la génistéine, qui est une hormone de plante, qu'on trouve notamment dans le soja. Et pour les gens qui mangent beaucoup de soja, c'est-à-dire au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, bien ça peut causer des problèmes parce qu'il y a un effet féminisant à cause de cette phytohormone. Donc dans ce cas-là, c'est totalement naturel, mais la plupart, bien sûr, sont des molécules étrangères à la vie, c'est-à-dire ce qu'on appelle des xénobiotiques, xéno étranger, bio la vie, qui sont donc des molécules de synthèse, puisque si elles n'existent pas dans la nature, on ne peut les fabriquer que par synthèse. Et donc ces molécules vont entraîner des effets néfastes sur la santé, pas forcément seulement, ou même parfois pas, de l'organisme qui y est directement exposé, mais de sa descendance. Parfois les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas au moment où vous allez être exposé, où on va être exposé, que vont se manifester les effets. Il va y avoir un effet différé et un effet transgénérationnel, c'est-à-dire que même si les générations suivantes n'ont pas été exposées à la molécule, eh bien, elles peuvent en être victimes parce que leur grand-mère ou leur grand-père ou leur arrière-grand-père ou leur arrière-grand-mère aura été exposé dans le ventre de sa maman. En particulier, on va voir ça tout à l'heure. Donc, c'est toute molécule qui va donc perturber notre équilibre hormonal, qui va affecter la santé, donc en interférant avec notre système endocrinien que je vais définir dans un instant, donc avec nos hormones. Voilà, et je disais,
en fait, en 91, Madame Théo Colborne, donc, qui a donné cette définition, c'était déjà 91, plusieurs décennies après les premières observations, c'est-à-dire après que des scientifiques ont alerté l'ensemble de la communauté scientifique suite à des observations d'anomalies de l'appareil reproducteur et de la reproduction chez des animaux qui, dans leur écosystème, étaient exposés à des pesticides, à des molécules qui interfèrent avec le système hormonal. Ça a commencé, les premières observations, au milieu des années 50. Donc vous voyez, quand on dit que les perturbateurs endocriniens, c'est un sujet d'actualité, certes, mais ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais il y a toujours une inertie énorme, parce qu'il y a des enjeux financiers bien sûr énormes, une inertie énorme entre le moment où on constate les dégâts et le moment où il y a une prise de conscience collective, déjà au sein de la communauté scientifique et puis ensuite au sein des gouvernants. Voilà, donc voilà pour ce qui est de la définition du perturbateur endocrinien. Alors le système endocrinien, qu'est-ce que c'est? Donc il y a certainement beaucoup de médecins dans la salle et je ne vais rien leur apprendre bien évidemment, mais je le fais parce que je sais aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas médecins et peut-être totalement néophytes sur le sujet. Donc en fait le système endocrinien regroupe un certain nombre d'organes ou de glandes, dont l'hypothalamus, l'hypophyse, la thyroïde, parathyroïde, surrénale, pancréas, ovaires, testicules, qui sont des glandes ou des organes qui vont sécréter des hormones, qui vont passer dans le sang pour aller agir à distance sur un organe cible. Alors on a longtemps pensé que le chef d'orchestre du système endocrinien était l'hypophyse, parce que l'hypophyse sécrète des hormones qui vont aller réguler les autres glandes endocrines. Mais en fait, le véritable chef d'orchestre du système endocrinien, c'est l'hypothalamus qui sécrète des hormones qui vont contrôler l'hypophyse qui elle-même contrôle les autres glandes endocrines. Et si je précise ça, eh bien c'est parce que l'hypothalamus, qui est le chef d'orchestre du système endocrinien, il fait aussi partie du cerveau. Et en fait, vous savez, nous avons deux grands systèmes de communication dans notre organisme, le système endocrinien et le système nerveux. Le système nerveux fonctionne avec des signaux électriques, qu'on appelle l'influx nerveux. Le système endocrinien fonctionne, lui, avec des signaux chimiques, ce sont les fameuses hormones qui passent dans le sang pour agir à distance. D'accord? Et bien sûr, dans le cas du système nerveux, les effets sont immédiats, brefs et localisés. Il vaut mieux que ce soit immédiat. Quand on met la main sur une plaque chauffante, il vaut mieux réagir assez vite pour que notre cerveau nous commande de retirer la main. Dans le cas du système endocrinien, c'est beaucoup plus lent, continu, diffus, généralisé. Et les deux systèmes sont étroitement imbriqués. D'une part, je viens de le dire, parce que le chef d'orchestre du système endocrinien, l'hypothalamus, fait partie du cerveau, mais d'autre part, parce que parmi les cibles des hormones sécrétées par le système endocrinien, il y a notamment le tissu nerveux. Et donc, la plupart des perturbateurs endocriniens sont aussi des perturbateurs nerveux, et il y a un nouvel acronyme qui est né pour désigner ceci. N'y voyez aucune signification particulière, quoique, c'est END, Endocrine and Nervous Disruptor. Voilà, donc quand vous voyez END en dehors du cinéma, ça parle des perturbateurs endocriniens et nerveux. Alors maintenant, venons-en aux constats et aux principaux perturbateurs endocriniens. Les constats, eh bien, chez l'humain notamment, les médecins qui sont présents dans cette salle savent, sont aux premières loges, comme tous les médecins, et donc le savent de fait. On en a tous aussi on en a tous la conviction, parce qu'il suffit de regarder autour de nous, c'est l'explosion des maladies qu'on appelle des maladies chroniques, qui sont en fait des maladies environnementales, je vais y revenir dans un instant. Maladies chroniques qui comprennent les cancers, les diabètes de type 2, l'obésité, les troubles de la reproduction et du développement, les pathologies neurodéveloppementales, etc., comme l'autisme. Tout ceci a considérablement explosé ces dernières décennies. Alors, il suffit de regarder autour de nous pour voir, par exemple, le nombre d'obèses, le nombre de personnes obèses qui a considérablement augmenté. Il y a beaucoup d'enfants de 10 ans qui, au lieu d'avoir la plaquette de chocolat, ont les poignées d'amour. Et ça, donc, on sait, effectivement, il suffit de regarder autour de soi. Mais en fait, il y a des sources. Ça ne vient pas de nulle part. Il y a aussi des sources officielles. Et notamment, j'aime bien citer la première source, là, qui est en haut, qui est celle de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Vous savez, cette organisation qui a super bien coordonné la vaccination à l'échelle mondiale. Donc, l'OMS
dès 2008, a alerté sur les maladies chroniques qui, en 2008, et ça ne s'est pas arrangé depuis, représentaient 63% des décès dans le monde. En 2008, c'était 36 millions de morts dues aux maladies chroniques, dont 29% avaient moins de 60 ans. Vous voyez, je ne sais pas comment ça s'est passé en Belgique, mais en France, pendant le Covid, tous les soirs, on avait quelqu'un qu'on appelait le croque-mort, qui est le directeur général de la santé, M. Salomon, qui venait nous recenser le nombre de morts du Covid. Imaginez un instant qu'ils viennent nous recenser tous les soirs le nombre de morts des maladies chroniques. Les chiffres n'auraient rien à voir. Non pas que je veuille opposer les morts, un mort est toujours un mort de trop, quelle que soit la cause, et je ne suis pas en train de négliger les personnes qui sont mortes du Covid ou avec le Covid, parce que le Covid n'est pas un virus tueur, enfin le SARS-CoV-2, le virus responsable de la Covid, mais un virus qui porte l'estocade finale chez les gens fragiles. Et moi, j'ai eu la naïveté de croire, au début de la pandémie, que c'était un mal pour un bien, parce qu'enfin, on allait prendre conscience de la fragilité de la population. Et cette fragilité, elle est à cause notamment des perturbateurs endocriniens dont je vais parler, notamment de ces maladies environnementales, ce qu'on a appelé les fameuses comorbidités. Ça fait un mot très savant, et comme ça, on se dit oh ben, c'est pas pour nous, hein, c'est comorbidité, on n'y peut rien. Hein, voilà, c'est quelque chose d'intelligent. Donc non, les comorbidités, c'est quoi? C'est simplement cette fragilité générale de la population. Et donc vouloir lutter contre la Covid, sans prendre en compte ce problème de santé générale, c'est pisser dans un violon. Parce que des pandémies, il y en aura d'autres, il ne faut pas se leurrer, puisqu'on n'a rien changé à nos habitudes, hein, on n'a rien changé sur la concentration des populations dans les métropoles, on n'a rien changé sur les élevages intensifs avec les concentrations d'animaux, donc il est clair que des épidémies, il y en aura d'autres, des épidémies, des pandémies. Et le problème, c'est que si on est toujours aussi fragile, eh bien on sera toujours aussi victime. Et donc, il faut effectivement prendre ce problème à bras-le-corps. C'est un problème de santé environnementale avant tout. Et puis, vous avez... Merci. Et puis, vous avez donc d'autres sources, l'assurance maladie, l'adresse, etc. Enfin bref, vous avez énormément de sources qui alertent sur ces maladies chroniques. Alors, une fois qu'on a fait le constat, on peut se poser la question des causes. Quelles sont les origines? C'est dû à quoi? Alors, on aime bien quand c'est génétique. Parce que quand c'est génétique, on n'y peut rien. Hein? Vous n'avez qu'à vous en prendre à vos parents qui vous ont refilé les mauvais gènes. Hein? Donc ça, c'est vachement confortable. Évidemment, ça ne peut pas être génétique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certaines maladies chroniques qui ont une origine génétique. Bien sûr, ça existe. Il y a des prédispositions génétiques au cancer, etc., au cancer du sein notamment. Mais ce ne sont que des prédispositions. Et bien sûr qu'on ne peut pas, il n'y a pas une seule loi de Mendel, une seule loi de génétique classique qui peut expliquer cette explosion de maladies chroniques sur un temps aussi court avec une telle ampleur. Ça n'existe pas. Donc on sait que ce n'est pas d'origine génétique. Alors bien sûr, ensuite, on peut dire peut-être c'est d'origine infectieuse. Est-ce qu'il n'y a pas un virus, une bactérie derrière? Bien sûr, il y a des cancers d'origine virale. Le cancer du col de l'utérus à cause du papillomavirus, certains cancers du foie à cause de certains virus de l'hépatite. Bien sûr que ça existe. Mais il n'y a pas derrière toute cette explosion de cancer du sein, de la prostate, du côlon, de la vessie, il n'y a pas derrière, évidemment, un virus ou une bactérie. Ce n'est pas d'origine infectieuse, en tout cas, ce n'est pas ça qui permet d'expliquer cette explosion. Alors, il y a un troisième argument, on aime bien utiliser celui-là aussi, c'est de dire ben, la population vieillit. Alors bon, ça se discute déjà, parce que je ne suis pas sûr qu'elle continue. L'espérance de vie a augmenté, elle a tendance plutôt à stagner, voire dans certains pays à s'inverser. Mais admettons qu'effectivement, pendant ces dernières décennies, l'espérance de vie a considérablement augmenté. Et donc, on peut dire que c'est parce que les gens vivent de plus en plus vieux qu'on détecte de plus en plus ces maladies. Évidemment, ce n'est pas le cas non plus, et on va le voir avec l'obésité comme exemple, ça touche des gens de plus en plus jeunes. Par contre, ça, ce n'est pas une preuve, mais c'est une corrélation, et une corrélation ne veut pas dire lien de cause à effet, hein, mais c'est une piste qui permet de creuser les choses, c'est qu'on a une corrélation parfaite entre la quantité de molécules perturbatrices endocriniennes libérées dans l'environnement et l'explosion des maladies chroniques comme le diabète de type 2, l'obésité, etc. Et donc, ça mérite d'être approfondi et on va y venir. Je reviens simplement un instant sur le vieillissement de la population. Les facteurs génétiques, c'est clair, les facteurs infectieux aussi. Prenons l'exemple de l'obésité d'une étude française qui a été
commandité par le gouvernement français, réalisée par l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui s'appelle l'enquête OBEPI, qui a consisté notamment à recenser sur 15 ans, entre 1997 et 2012, le nombre d'obèses en France. Ça a quasiment doublé en pourcentage, 8,5, on est passé à 15%, c'est beaucoup plus que doublé en réalité, parce qu'il y avait beaucoup plus de population en 2012 qu'en 1997. Donc évidemment, même si ça était resté à 8,5, ça faisait plus d'individus. Donc là, ça représentait en 2012 7 millions d'obèses en France. Mais là où cette étude est très intéressante, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de recenser les obèses. Ils ont pris des gens, des cohortes d'individus qui sont nés dans des fourchettes de 5 à 6 ans, entre 46 et 51, 52, 58, etc., jusqu'à 80, 86. Et pour ces gens-là, et seulement ces gens-là, ils ont regardé à quel âge, parmi eux, il y avait 10% d'obèses. Eh bien, pour les gens, uniquement parmi ces gens-là, pour les gens qui sont nés entre 46 et 51, il faut attendre 49 ans pour avoir 10% d'obèses parmi eux. Pour les gens qui sont nés entre 80 et 86, c'est à 28 ans. Et vous voyez que ça n'a fait que diminuer. Donc ça, c'est vraiment la démonstration comme quoi ça ne peut pas s'expliquer par le fait que l'espérance de vie augmente ou qu'elle a augmenté, hein, mais c'est bien, ça touche des gens de plus en plus jeunes, on en était déjà convaincus, mais ça le démontre. Alors maintenant, quels sont les principaux perturbateurs endocriniens connus? Alors, je ne vais pas ici, ça ne va pas être exhaustif ma liste, hein, parce que d'abord, je n'ai pas trop le temps, et ensuite, parce que de toute façon, c'est jamais exhaustif, il y en a partout. Hein. Mais je vais vous donner les principales, ceux dont on parle le plus, les bisphénols. Les bisphénols, c'est une famille de quinzaine de substances, donc bisphénol A, qui est probablement le plus populaire, le bisphénol B, le S, etc., qui sont des molécules qu'on trouve dans les plastiques alimentaires, et notamment dans le biberon des enfants. Le problème, c'est que quand on chauffe le biberon au micro-ondes, par exemple, eh bien, le bisphénol passe du contenant dans le contenu, et il passe donc dans le lait. Hein. Alors, le bisphénol A a fini par être interdit dans le biberon des enfants, on l'a remplacé par le S, qui est encore plus toxique que le A. Hein. Mais ça permet de gagner du temps. Voilà, on le trouve aussi dans le papier thermique, vous savez, c'est le papier des cartes bancaires là, qui s'efface avec le temps. Hein, et donc, on a retrouvé dans le sang des caissières, je dis caissières parce que ce sont surtout des femmes qui font ce métier, dans les supermarchés qui tripotent ces papiers thermiques à longueur de journée, des taux de bisphénol très supérieurs à la moyenne nationale. Simplement, d'un point de vue légal, elles ne pouvaient se retourner contre personne parce que la dose qu'elles absorbaient chaque jour était inférieure à la dose journalière admissible, la fameuse DJA. Mais une DJA pour un perturbateur endocrinien ne veut absolument rien dire. Pourquoi? Parce qu'on va le voir, ce sont des molécules très stables. Et donc la dose que vous absorbez aujourd'hui s'accumule avec celle d'hier, d'avant-hier, de la semaine dernière, etc. Et donc ça ne veut rien dire. La DJA, c'est intéressant uniquement pour une molécule à courte demi-vie, c'est-à-dire de quelques heures, pas plus d'une journée en tout cas. Voilà. Alors ensuite, vous avez les phtalates. Les phtalates, ce sont des assouplissants de plastique qu'on trouve notamment dans les plastiques alimentaires comme les films étirables, etc., mais qu'on trouve aussi dans les jouets, dans les produits cosmétiques, dans les produits hospitaliers comme les cathéters ou les poches à sang, les poches de transfusion, parce que ça a besoin d'être souple pour enfoncer le cathéter dans la veine. Alors évidemment, quand on va à l'hôpital et qu'on a un cathéter et les poches de transfusion, bon, c'est en général ponctuel, et si on est adulte, c'est pas là, on va le voir qu'on est plus vulnérable vis-à-vis de ces molécules. Le problème se pose pour les prématurés. Un prémat, par définition, devrait être encore dans le ventre de sa maman, c'est-à-dire une période de très grande vulnérabilité vis-à-vis des perturbateurs endocriniens. Et un prémat sous la couveuse, eh bien, il va avoir des cathéters partout, dans la moindre veine qu'on peut trouver sur son cerveau, sur son crâne, je veux dire, dans ses chevilles, poignets, etc. Et on a retrouvé dans le sang de ces prématurés des taux de phtalates qui explosent, qui dépassent les normes. Hein. Donc ces enfants qu'on essaie de ramener à la vie, eh bien, en fait, on les empoisonne pour la vie. Alors, il y a eu une initiative qui a été lancée à Montpellier en 2012 qui s'appelait Hôpitaux zéro phthalate. Et puis, j'ai cru que ça allait donner vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis, ça a fait flop, je ne sais pas pourquoi. Donc, qui consistait à remplacer les cathéters, les poches à sang par des produits sans phthalate. On les trouve dans les jouets, dans les produits cosmétiques. Dans les jouets, ça m'a toujours surpris. Je n'ai pas d'enfant, mais je vais quand même dans les rayons de jouets. Puis, il serait grand maintenant si j'en avais, mais dans les rayons de jouets pour les enfants des autres. Et peut-être vous démentirez, mais moi, je n'ai jamais vu mis en avant jouets sans phthalate. Enfin, en fait, on le met en anglais en général. Ce ne sont pas le pas anglais, ça ne fait pas intelligent, donc on met phthalate free.
Hein. Donc, moi, je n'ai jamais vu ça, et ça m'étonne beaucoup, parce que si vous allez dans un sex shop, et je l'ai vérifié, vous verrez que les jouets pour adultes et sextoys, c'est un argument de vente. Le moindre godemiché, le moindre petit canard vibrant, c'est marqué Phthalate Free. Alors si c'est possible pour des jouets pour adultes, pourquoi c'est pas possible pour des jouets pour enfants? Surtout qu'un adulte avec son sextoy, il ne va pas y passer la journée. Et puis c'est pas la personne la plus vulnérable, l'adulte, vis-à-vis des phtalates. L'enfant, oui, et l'enfant, lui, va y passer la journée avec son jouet. Bon, voilà, ça on ne comprend pas, mais c'est comme ça. Les parabènes, produits cosmétiques également, dans les savons, vous avez les PBDE, les polybromodiphényléthers, non barbares. En fait, vous connaissez tous ça. C'est les retardateurs de flamme. Il y en a partout, 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 sauf peut-être à la cathédrale Notre-Dame. Mais sinon, il y en a partout. Ici, il y en a sur les meubles, sur les fauteuils, il y en a sur les tentures, il y en a partout, partout. Et c'est vous savez l'odeur de neuf dans une bagnole? Eh bien, c'est les PBDE qu'on met sur le tableau de bord, sur les garnitures plastiques, sur les sièges. Et c'est une obligation de la part des compagnies d'assurance. Donc c'est très compliqué de s'en débarrasser. Et ça, les PBDE ressemblent comme deux gouttes d'eau à la thyroxine, et ce sont des perturbateurs thyroïdiens. Vous avez les pesticides, alors je pourrais faire une liste extrêmement longue, plusieurs diapositives bleues là, hein. J'ai fait quelques choix, mais tous les pesticides, qu'il s'agisse d'insecticides, d'herbicides, de fongicides, etc. Alors parfois j'ai mis la molécule, le principe actif déclaré. Par exemple, dans le Roundup, le principe actif déclaré, c'est le glyphosate. Mais vous avez d'autres molécules autour qu'on appelle des adjuvants. Je mets des guillemets parce que adjuvant, c'est connoté souvent de manière positive en disant c'est une molécule neutre qui aide. Non, pas du tout. Hein, les adjuvants qu'on trouve dans les pesticides sont souvent beaucoup plus toxiques que le principe actif déclaré lui-même. Donc le DDT, le DDE, le lindane, le tributylétain, le Roundup, c'est un mélange trazine, malathion, parathion, chlorpyrifos, les néonicotinoïdes qui sont des perturbateurs nerveux et endocriniens. Je pourrais parler également du chlordécone, hein, qui est un insecticide utilisé contre le charançon du bananier, qui a beaucoup été utilisé en Guadeloupe, en Martinique, hein, et dont on sait aujourd'hui qu'il est responsable de l'explosion de cancer de la prostate. Donc les dioxines, qui sont essentiellement rejetées par les incinérateurs de déchets, les polychlorobiphényles, les PCB. C'est quoi les PCB? C'est des molécules qui étaient utilisées comme isolants électriques, mais qu'on a beaucoup utilisées aussi pour d'autres propriétés, dans les peintures en bâtiment, dans les cols à tapisserie, etc. C'est quelque chose qui a été interdit en 87. On va dire, bah, c'est plus l'actualité. Si. Parce que ce fait, ça a été pollué. Vous savez, j'ai vu l'autre jour, j'étais à Dijon, je marchais dans la rue, et auprès d'une bouche d'égout, il y avait une petite inscription qui disait « La mer commence ici ». Je dis « Tiens, je suis à Dijon, je vais pouvoir aller me baigner ». Et non, en fait, magnifique. La mer commence ici. Ce qui part à l'égout finit dans la mer. Et les PCB se retrouvent dans la mer. Alors bien sûr, extrêmement dilués. Sauf que les PCB sont les plus stables, des plus stables des perturbateurs endocriniens. Les PCB les plus stables ont une demi-vie de 2700 ans. Ça veut dire qu'au bout de 2700 ans, ils ont disparu à 50% seulement. Et donc, ces molécules vont persister. Les poissons les filtrent, on les trouve dans les poissons. Les gros poissons qui mangent les petits accumulent, en plus de ce qu'ils ont accumulé eux-mêmes, la dose qui était dans le petit qu'ils ont mangé. Puis au bout de la chaîne, il y a nous. Et plus le poisson est gras, plus il est chargé en PCB, parce que les PCB, comme la plupart des perturbateurs endocriniens, sont lipophiles, c'est-à-dire solubles dans les graisses. Et donc, voilà, donc, ces PCB, donc, quand on mange du poisson, on y a droit. Il y a des métaux lourds, les métaux lourds comme le mercure, le plomb, le cadmium qu'on trouve en particulier dans le tabac. Hein, et le cadmium fait très mauvais ménage avec les oestrogènes, donc avec la pilule. Hein. Donc, une jeune femme qui veut prendre la pilule, ça peut être un bon moyen de l'inciter à arrêter de fumer si elle est très motivée pour prendre la pilule, parce que effectivement, ça fait vraiment très mauvais ménage. Voilà, et il y a une manière très simple, hein, c'est pour vous remonter le moral, mais d'arrêter de fumer, hein, c'est de faire du cheval. Ouais, ça marche bien. Parce que pataclope, bon. Voilà. Il faut bien se détendre. Hein. Alors voyons maintenant les caractéristiques et la toxicologie des perturbateurs endocriniens. Première caractéristique, les perturbateurs endocriniens, contrairement à un poison classique qui agit de la même manière que l'on ait 6 mois ou que l'on en ait 90, pas moi, mais
eh bien, il agit de la même manière. La mort au rat, par exemple. Bon, il faudra peut-être une dose plus forte à 90 ans qu'à 6 mois, mais ça agit de la même manière. Par contre, un perturbateur endocrinien, non. Un perturbateur endocrinien n'agit pas de la même manière selon le moment où on y est exposé. Et donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un tableau qui a été compilé par une endocrinologue de Lille qui s'appelle le docteur Odile Verrier-Mine, qui a fait un très beau travail de compilation qui n'est pas simple. Ça devrait être un tableau à 3 entrées pour avoir la nature du perturbateur endocrinien en plus, mais ça deviendrait illisible et très compliqué. Ici, vous avez la première entrée qui est la vie, avec la période, les 9 mois de grossesse ici, enfin les 9 mois du développement embryonnaire, on ne parle pas de la maman, on parle du bébé qui est dans le ventre, donc les 9 mois de développement embryonnaire fœtal, la période de l'enfance jusqu'à 10 ans, l'adolescence de 11 à 17 et les adultes de 18 à 65. Alors ça ne veut pas dire qu'on meurt tous à 65, mais les cohortes, les études de cohortes se sont arrêtées à 65 ans. Et puis là, vous avez les glandes ou les organes ou les processus biologiques qui vont être impactés par le perturbateur endocrinien. Et ce qui va apparaître maintenant dans le tableau sous forme de barre rouge, attention à l'interprétation, ce n'est pas la période de la vie où on va être victime, c'est la période de la vie où on va être vulnérable en termes d'exposition. Et regardez, vous voyez que les barres rouges sont essentiellement concentrées dans la période embryonnaire et fœtale. Et vous voyez, par exemple, si on prend les ovaires et les ovocytes, c'est une sorte de contrôle interne, si je puis dire. Quand est-ce qu'est la période de vulnérabilité en termes d'exposition? Eh bien, c'est les 4 derniers cinquièmes de la grossesse. Et c'est là où se mettent en place les futurs ovules, qu'on appelle les ovogonies. Ça se met en place, une petite fille née avec son stock, comme vous le savez, donc d'ovogonie. Et ensuite, elle va en pondre un tous les 28 jours, c'est le terme utilisé, de la puberté à la ménopause. Et vous voyez que c'est la période qui correspond à la période de vulnérabilité en termes d'exposition. Ce qui nous incite à faire confiance à l'ensemble de ces résultats où on voit vraiment que la période embryonnaire et fœtale est la période critique en termes d'exposition. Les autres caractéristiques des perturbateurs endocriniens, ce sont, je l'ai dit, des molécules très stables. Comme elles sont très stables, elles se bioaccumulent. Donc la DGA, ça ne veut rien dire. Ce sont des molécules lipophiles solubles dans les graisses, donc elles n'ont aucune difficulté à pénétrer dans nos cellules, puisque chacune de nos cellules est limitée par une membrane qui est une bicouche de graisse, et elles n'ont, pour le peu qu'elles arrivent à traverser la barrière hémato-encéphalique, aucun problème pour se stocker dans le cerveau, qui est notre plus grosse motte de beurre. Et puis, vous avez également une caractéristique particulière qui sont les effets à faible dose. C'est-à-dire qu'avec un perturbateur endocrinien, ce n'est pas la dose qui fait l'effet, la fameuse formule de Paracels. C'est la dose qui fait le poison. Ce n'est pas vrai avec un perturbateur endocrinien. Ce n'est pas la dose qui fait le poison. C'est la période d'exposition, notamment la période embryonnaire. C'est la période d'exposition et c'est la durée d'exposition. Une exposition récurrente à une faible dose est beaucoup plus méchante qu'une exposition ponctuelle à une forte dose. Donc ça, ce sont les effets à faible dose. Et puis, particularité également, c'est que les effets sont différés, voire transgénérationnels. C'est-à-dire que ce n'est pas l'enfant qui a été exposé dans le ventre de sa maman ne va pas forcément naître en se mordant l'oreille. Ça ne va pas forcément se voir. Ça peut se voir. Il peut y avoir des malformations génitales, des micropénis, de l'hypospadias, c'est-à-dire une ouverture de pénis sur le côté au lieu de l'extrémité. Donc il se pisse sur les chaussures, mais ce n'est pas ça le plus grave, évidemment. Et puis, donc, il faut opérer l'enfant. Et il y en a de plus en plus de cas d'hypospadias, de l'hypotrophie testiculaire, etc. Mais parfois, ça ne se voit pas à la naissance. Ce n'est que plus tard que l'enfant va manifester les problèmes et voir les enfants de ses enfants. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'effets transgénérationnels. Avec une étude réalisée en 2005 par un certain Michael Skinner de l'Université de Washington, il a pris des rats gestantes et pendant donc la gestation, il les a exposées à 2 perturbateurs endocriniens, la vinclozoline et le méthoxychlore. Il n'a pas fait les 2 en même temps, il a fait l'un ou l'autre et il a obtenu les mêmes résultats. La vinclozoline, c'est un fongicide viticole aux propriétés féminisantes, anti-androgéniques, et le méthoxychlore, c'est un insecticide également aux propriétés féminisantes, puisque c'est un dérivé œstrogénique, des œstrogènes. Eh bien, il a exposé ces rats gestantes, soit à l'un, soit à l'autre. Elles ont donné des petits, et parmi les petits, il y avait bien sûr des mâles et des femelles, et 100% des mâles, 100% des mâles, avaient une diminution de la spermatogénèse. Diminution en nombre et en viabilité des spermatozoïdes. 100% des mâles. Vous voyez ? Eh bien, mais ils n'étaient pas stériles. Donc, ils ont réussi
à les faire se reproduire. Et à la deuxième génération, ils n'ont pas réexposé les femelles gestantes. Et donc là, il y a eu des petits, qui sont donc les petits-fils de ces femelles qui ont eu l'exposition pendant la gestation. Eh bien, 100% des mâles avaient exactement le même phénotype que leur père. Même ampleur, 100% des mâles. Troisième génération, pareil. Quatrième génération, pareil. Vous voyez, cette maman, elle a eu des petits, des petits-fils, des arrière-petits-fils, des arrière-arrière-petits-fils. Il n'y a que l'arrière-arrière-grand-mère qui a été exposée pendant la gestation, et on a 4 générations de touchés, alors que les générations d'après n'ont jamais été exposées aux perturbateurs endocriniens. Ça s'appelle la mémoire fœtale. Et on va voir que cette transmission à travers les générations s'explique par l'épigénétique. Autre exemple d'effet différé transgénérationnel, c'est les enfants d'Istilben. Ce sont 160 000 femmes qui ont été traitées en France entre 1950 et 1977, date de l'interdiction du Distilben, comme anti-avortif chez les femmes, puisque c'était des femmes qui avaient tendance à faire des fausses couches et on leur donnait cette molécule comme anti-avortif. 4 millions de femmes traitées dans le monde. Ces femmes qui ont été exposées au Distilben pendant leur grossesse ont eu des filles, ont eu des garçons, et un certain nombre de ces filles et de ces garçons ont des anomalies du développement de l'appareil génital, donc essentiellement des malformations utérines pour les filles, je le disais, de l'hypotrophie testiculaire, de la cryptorchidie, c'est les testicules qui ne descendent pas dans les bourses, de l'hypospadias, les fameuses ouvertures du pénis sur le côté, etc. Donc ça, c'est pour les garçons, avec des cancers du vagin et du sein pour les filles et des cancers testiculaires pour les garçons. Malgré cela, certains de ces garçons et filles ont réussi à faire des enfants. Et ces dames sont maintenant arrière-grand-mères. Sur 3 générations, et on a le même taux de garçons et de filles touchés, alors qu'eux n'ont jamais été exposés au Distilben, il n'y a que l'arrière-grand-mère qui l'a été. Mémoire fœtale qui, là encore, s'explique par l'épigénétique, j'y viens dans quelques instants. Alors voyons pourquoi, maintenant, ces perturbateurs endocriniens échappent à la toxicologie réglementaire. Ils échappent parce que cette toxicologie n'est pas du tout adaptée aux perturbateurs endocriniens. Pourquoi ? Bien, parce que quand vous faites de la toxicologie classique, si vous n'avez pas les mêmes effets chez les rats et chez les rats, c'est en général fait chez les rats, eh bien, rats et rats, eh bien, vous dites, c'est lié à la variabilité des rats, c'est pas lié à la molécule que l'on teste. Circuler, il n'y a rien à voir. Et évidemment, avec un perturbateur endocrinien, il ne faut pas s'attendre à avoir les mêmes effets chez les mâles et chez les femelles. Et donc, systématiquement, on dit circuler, il n'y a rien à voir. Deuxième raison, c'est qu'on a des effets non proportionnels à la dose. Je vous l'ai dit, avec un poison classique, plus vous augmentez la dose, plus les effets sont sévères. La réponse est une droite, réponse monotone, ça s'appelle comme ça. Avec un perturbateur endocrinien, ce n'est pas du tout ça. Vous avez une courbe en cloche ou une courbe en U. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des effets qui augmentent avec la dose, on passe par un sommet et ensuite ça diminue. Ou le contraire, ça diminue avec la dose, on passe par un creux et ensuite ça augmente. Parfois, c'est en dents de scie. Vous voyez ? Et donc, vous savez combien on prend de doses dans la toxicologie réglementaire pour tester un produit ? 2. Comme par 2 points passe toujours une droite, vous ne verrez jamais si c'est une courbe en cloche ou une courbe en U. Et donc, quand on voit que les effets ne sont pas proportionnels à la dose, si toutefois on s'en rend compte, eh bien, vous voyez, ici, si je prends une dose ici, une dose ici, j'ai une droite horizontale. Vous voyez, j'augmente la dose, il ne se passe rien. Ici, je prends une dose là, j'augmente la dose, les effets diminuent. On va dire, super, mangez-en beaucoup. Voilà. Et donc, circuler, il n'y a rien à voir. Évidemment, ce n'est pas sérieux. Et on a, bien sûr, systématiquement cet aspect avec les perturbateurs endocriniens. Les effets, on vient de le voir, sont différents selon les périodes d'exposition, avec la période de plus grande vulnérabilité, qui est la période embryonnaire et fœtale, comme je viens de l'expliquer. Or, quand vous faites de la toxicologie classique, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, soit vous faites de la toxicologie aiguë, c'est-à-dire des tests toxicologiques pendant 3 mois sur des rats adultes, soit vous faites de la toxicologie chronique, et c'est-à-dire des tests pendant 2 ans. C'est-à-dire la durée de vie du rat, de la naissance à la mort. Mais jamais vous testez dans le ventre de la maman, la période de plus grande vulnérabilité. Donc vous passez à côté des effets les plus sévères. Et enfin, effet différé transgénérationnel, il faudrait seulement exposer les femelles en gestation, analyser les petits toute leur vie, les faire se reproduire et analyser les différentes générations, ce qui n'est pas fait. Et enfin,
la plupart des pesticides, par exemple, sont des mélanges. Le Roundup, glyphosate, plus autres molécules. Ces autres molécules sont beaucoup plus toxiques, bien souvent, que le principe actif déclaré. Or, pour qu'un pesticide soit mis sur le marché, il suffit que son principe actif déclaré soit autorisé. Et donc, nous, on est exposé à la formulation totale. Il n'y a pas un seul agriculteur du dimanche, enfin un agriculteur, pardon, ou un jardinier du dimanche qui pulvérise du glyphosate pur. Il pulvérise un mélange, mais la toxicologie est évaluée uniquement sur le glyphosate. Voilà, et c'est vrai pour tous les pesticides. Et j'en arrive au lien entre les perturbateurs endocriniens et les gènes, pour pouvoir ensuite aborder vraiment l'épigénétique et expliquer les mécanismes dont, puisqu'il va beaucoup question d'épigénétique dans toute la journée, donc on avait convenu que ce serait bien que les mécanismes soient exposés donc, au début. Alors, pour expliquer les liens entre les perturbateurs endocriniens et les gènes, j'ai besoin d'être sûr que vous avez un certain nombre de petites notions. Je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours de biologie. Ça va être extrêmement simplifié, extrêmement vulgarisé, mais c'est pour être sûr qu'on parle bien tous de la même chose et qu'on avance tous ensemble progressivement. D'accord? Vous savez que nous sommes tous constitués de cellules, hein, donc, qui ont des formes qui peuvent varier. Hein. Cellules du foie, du cœur, du rein, cellules sanguines, globules rouges, globules blancs. Bon, fossifères, c'est un tas de cellules. Hein, on est un tas de cellules et tout fonctionne en harmonie pour faire un organisme entier. Bon. Dans chaque cellule, il y a plein de compartiments. Ce que vous voyez en orange, là, c'est les poumons de la cellule, un nom barbare, on appelle ça les mitochondries. Et là, vous avez un compartiment particulier qu'on appelle le noyau. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans le noyau? On y trouve de grandes molécules qu'on appelle les chromosomes. Les chromosomes, on en a tous un nombre bien défini. L'espèce humaine, chacun d'entre nous, a 23 chromosomes différents dans chacune de ces milliards de cellules. Ils sont tous en double, ça fait 46. Dans chaque père, il y en a un hérité de notre père et un hérité de notre maman, de notre papa et l'autre de notre maman. Donc 23 paires de chromosomes, sauf dans nos spermatozoïdes et dans les ovules, où il n'y en a que 23 et 23, et quand un spermatozoïde rencontre un ovule, ça fait 23 et 23, 46, c'est reparti pour un tour. Donc 23 chromosomes, et chaque chromosome est constitué par deux brins parallèles, entourés autour d'un axe, pour former une double hélice, la fameuse double hélice d'ADN, exactement comme les deux montants d'un escalier en colimaçon, deux montants parallèles entourés autour d'un axe. Et chacun de ces deux montants de l'escalier en colimaçon, chacun de ces deux brins marrons, est constitué lui-même, par l'enchaînement à la queue leu, de 4 molécules plus petites qu'on appelle des nucléotides, peu importe, et qu'on désigne par leurs initiales respectives, à savoir 4 lettres à GCT. Et quand on dit qu'on a séquencé un chromosome ou séquencé une molécule d'ADN, ça veut dire qu'on a déterminé tout le long de la molécule l'ordre de succession des 4 lettres à GCT. Ça représente pour le génome humain, le génome c'est l'ensemble des chromosomes d'une espèce, donc le génome humain c'est les 23 chromosomes humains différents, ça représente pour le génome humain 100 livres, format A4, 100 pages chacun, caractère 12. Hein. Vous imaginez le nombre de lettres. Et je dis bien, on a séquencé le génome humain, et non pas comme on nous rebat les oreilles dans certaines périodes télévisuelles comme le Téléthon, où on nous dit on a décrypté le génome humain. C'est faux, on en est à des années-lumière. On aura décrypté le génome humain le jour où on aura compris toute la signification biologique qui se cache derrière la succession de 4 lettres AGCT sur les 100 livres formats à 400 pages chacun, et qui permettent à nos cellules de fonctionner. On en est à des années-lumière. Ce qu'on a décrypté, c'est des tout petits mots, des tout petits morceaux, hein, pour lesquels on a pu donc mettre en évidence une ou quelques fonctions biologiques qui se cachent derrière, et ces petits morceaux, ça s'appelle des gènes. Et pour l'essentiel des gènes que nous avons décryptés, ce n'est pas le cas de tous, mais pour l'essentiel de ceux que nous avons décryptés, qui représentent moins de 5% du génome, les gènes détiennent le secret de fabrication des protéines. Oui, mais c'est quoi les protéines? Ce sont des grosses molécules qui sont constituées par l'enchaînement à la queue leu, non pas de 4, mais de 20 molécules différentes qu'on appelle des acides aminés et que j'ai représentées ici par des petites perles de 20 couleurs différentes. Et vous voyez que quand on passe du gène à la protéine, on passe d'un langage génétique en 4 lettres AGCT à un langage protéique en 20 lettres, les 20 acides aminés. Et passer d'un langage à un autre, ça s'appelle la traduction. Ce n'est pas un terme de vulgarisation que j'utilise pour la circonstance ce matin, c'est le véritable terme utilisé en biologie. Maintenant, et vous allez comprendre aisément pourquoi, on ne peut pas passer directement du gène à la protéine. On peut le comprendre aisément ici, dans le cas des cellules comme les nôtres, parce que les chromosomes sont où? Dans le noyau. Et ils n'en sortent pas. Ils y sont confinés.
C'est un confinement strict. D'accord? Alors que les protéines sont fabriquées dans la partie violacée qu'on appelle le cytoplasme. Comment voulez-vous traduire un livre dans votre bureau si le livre est dans la cuisine? Eh bien, vous rapatrieriez le livre dans le bureau. Mais ici, on ne peut pas rapatrier les chromosomes à l'extérieur. Alors, il faut un intermédiaire. Cet intermédiaire, c'est un ARN dont vous avez peut-être entendu parler. Un ARN, c'est comme un ADN, mais c'est simple brin, pas double brin. Il n'y a qu'une hélice. Et c'est constitué par l'enchaînement à la queue leu-leu, toujours de 4 molécules qu'on désigne par leurs initiales respectives, des nucléotides. C'est plus AGCT, mais AGCU. Les T sont remplacés par des U, peu importe. Et cet ARN, ça s'appelle aussi un transcrit. Pourquoi un transcrit? Parce que c'est le résultat d'un processus qui s'appelle la transcription, qui permet de transcrire le langage génétique en 4 lettres AGCT contenu dans une molécule d'ADN en un langage génétique en 4 lettres AGCU contenu dans une molécule d'ARN. Et vous allez me dire, mais où est-ce qu'il est fabriqué l'ARN? Ben là où est l'ADN, c'est-à-dire dans le noyau. Ben on n'a rien résolu. Si, parce que l'ARN, lui, il a une autorisation de sortie. Et donc, l'ARN va aller dans le cytoplasme, où il va être pris en charge par la machinerie de traduction. Donc, pour passer du gène à la protéine, il y a transcription et traduction, et l'ARN joue le rôle ici de messager, d'où le nom d'ARN messager, mais je suis sûr que tout ceci vous avez été parfaitement expliqué dans les chaînes d'infos continues pour expliquer le vaccin. Alors, juste question de nomenclature, l'ensemble des gènes, ça s'appelle le génome, l'ensemble des transcrits, le transcriptome, l'ensemble des protéines, le protéome. On adore les mots en home en biologie. Le sécrétome, c'est l'ensemble des facteurs de sécrétion. L'exposome, c'est l'ensemble des facteurs d'exposition aux polluants, comme les perturbateurs endocriniens. J'ai des collègues qui travaillent sur les éléments mobiles du génome, ça doit s'appeler le mobilome, je ne sais pas, mais... Alors maintenant, regardons comment agissent les perturbateurs endocriniens sur nos gènes. Mais pour ça, il faut d'abord savoir comment agissent les hormones, quand tout va bien, quand ce n'est pas perturbé. Alors, je vais présenter 2 schémas, un à gauche, un à droite, pour distinguer les hormones hydrophiles, il n'y en a pas beaucoup, c'est notamment les hormones sécrétées par l'hypothalamus, et puis les hormones lipophiles qui sont beaucoup plus nombreuses, donc solubles dans les graisses, qui sont les hormones stéroïdiennes, thyroïdiennes, donc les hormones sexuelles, etc. Et l'hormone hydrophile, bien sûr, elle ne pourra pas pénétrer dans la cellule, parce que là, c'est une bicouche de graisse, le double trait là. Alors, elle va être prise en charge par un récepteur. Ce récepteur, c'est une protéine, c'est un enchaînement d'acides aminés. Et l'hormone va se comporter vis-à-vis du récepteur comme un ligand, enfin, on appelle ça un ligand, pardon, comme une clé dans la serrure. Ouais, vous voyez, la clé, la serrure. Et là, 2 possibilités. Soit le complexe récepteur-hormone est internalisé dans la cellule pour pénétrer dans le noyau et aller allumer des gènes. Quand on dit allumer des gènes, ça veut dire transcrire les gènes, l'ADN, en ARN. Et éventuellement traduit ensuite en protéines, si jamais c'est un gène codant une protéine. D'accord? Autre mécanisme possible, le complexe reste là, il ne va pas dans la cellule. Mais quand vous mettez la clé dans la serrure, qu'est-ce que ça fait? Ça vous permet de tourner le barillet. Donc, ça change la conformation de la serrure. Eh bien, ici, la fixation de l'hormone sur son récepteur va changer la gueule de la protéine, là, et ce changement de gueule va provoquer une cascade d'événements qui va aboutir à l'allumage de gènes. À droite, c'est exactement la même chose, à l'exception du fait que l'hormone étant lipophile, elle a besoin de personne pour traverser la bicouche de graisse. Ce n'est qu'à l'intérieur de la cellule qu'elle va être prise en charge par un récepteur qui est non plus membranaire, mais intracellulaire, et qui vont permettre ensuite d'aller allumer des gènes. Donc vous voyez que l'une des finalités des hormones, c'est d'aller moduler l'expression de nos gènes en réponse à un signal extérieur, signal hormonal, neuronal, nutritionnel, environnemental au sens large. Et ça, c'est la définition de l'épigénétique. Alors, comment le perturbateur endocrinien va venir semer sa zone? Eh bien, 2 grands mécanismes. Le premier s'appelle le mimétisme. Le perturbateur endocrinien ressemble à l'hormone, comme le retardateur de flamme vis-à-vis de la thyroxine. Et donc, il va se faire passer pour elle. Donc, je remplace mon hormone orange et violette par un perturbateur endocrinien vert et marron. Vous allez me dire,
Ça ne change pas grand-chose. Le mécanisme a lieu, sauf que ce n'est pas l'hormone qui le fait. C'est le perturbateur endocrinien. Oui, mais l'hormone n'est pas là. Donc, ça ne devrait pas. Ces gènes ne devraient pas s'allumer. Vous n'êtes pas là, votre porte devrait être fermée. Votre porte est ouverte parce que quelqu'un a copié la clé. La clé copiée, c'est le perturbateur endocrinien. Ça, c'est l'effet mimétique. Deuxième grand mécanisme, c'est l'effet d'inhibition, l'effet de compétition. Comment ça se passe? S'il y a compétition, ça veut dire que l'hormone est là et qu'elle est en compétition avec le perturbateur endocrinien. Et s'il y a perturbation endocrinienne, c'est que c'est le perturbateur qui remporte la compétition. Et donc, il va se fixer à la place de l'hormone. Vous allez me dire comment c'est possible? Ben, vous êtes devant votre porte avec votre clé. À côté, il y a quelqu'un qui a copié la clé. Votre clé, elle accroche, ça fait longtemps que vous l'utilisez. La clé copiée est toute neuve, elle rentre mieux dans la serrure que la vôtre, et donc c'est le perturbateur endocrinien qui gagne. Et là, vous allez me dire, ah ben là, c'est pas grave. Je suis là, ma porte doit être ouverte. C'est pas moi qui l'ai ouverte, mais elle est ouverte. Je vais pouvoir rentrer dans mon appartement. Non, sauf que là, la clé copiée, elle rentre super bien dans la serrure, mais elle a un défaut, elle bloque le barillet. Et tout se bloque. Et alors que l'hormone est là, ces gènes devraient être allumés, ils sont éteints. Et l'épigénétique, c'est le fait qu'un gène soit allumé ou éteint à un certain moment de la vie, de la journée, etc. Vous voyez donc la perturbation épigénétique. Et j'en termine avec le dernier volet, qui est l'impact de l'environnement sur les gènes. Je vais élargir à l'environnement au sens large, pas seulement les perturbateurs endocriniens. Et donc ça s'appelle l'épigénétique. La génétique, c'est l'étude des gènes. L'épigénétique, c'est l'étude de la façon dont les cellules utilisent les gènes en réponse à un signal extérieur. Je reprends ce schéma. Vous voyez que quand un gène s'allume, ça veut dire qu'il est transcrit. Éventuellement, l'ARN après sera traduit ou pas, parce qu'il y a des ARN qui ne sont pas des messagers, qui sont des produits finis. Mais peu importe. Mais la transcription, elle a toujours lieu. Quand un gène s'allume, il est transcrit. D'accord? Alors, elle n'a pas toujours lieu, mais si un gène s'allume, il y a forcément transcription. Là, vous avez un gène. Eh bien, si je veux allumer la salle, là, il me faut un interrupteur. Eh bien, sur nos gènes, en amont de nos gènes, nous avons, ce qui est représenté en violet ici, un interrupteur qui s'appelle un promoteur, mais qui est un interrupteur. Et là, le gène est éteint. D'accord? Si je veux allumer la pièce, il ne suffit pas d'avoir un interrupteur, il faut que j'ai un gros doigt qui aille appuyer dessus. C'est quoi le gros doigt ici? Ce sont des protéines. C'est notamment... Voilà, là, le gène est on, donc il y a expression, transcription, mais pour qu'il soit on, il faut que des protéines soient venues appuyer sur l'interrupteur. Il y en a une qui s'appelle l'ARN polymérase, c'est l'enzyme qui fabrique l'ARN, elle se positionne sur l'interrupteur en équilibre, comme ça, puis elle va partir et puis elle va fabriquer l'ARN. D'accord? Sauf qu'elle a du mal à tenir l'équilibre. Alors il lui faut être aidé par d'autres protéines qui vont la stabiliser, qu'on appelle des facteurs de transcription. Eh bien, vous voyez, j'en ai représenté 3 ici, une verte, une jaune, une rouge, il pourrait y en avoir 4, 5. Eh bien, toutes ces protéines-là, c'est le gros doigt qui vient appuyer sur l'interrupteur. La seule différence par rapport à la métaphore que j'utilise, c'est que moi, je peux appuyer sur l'interrupteur de la salle, sur l'interrupteur dans ma chambre d'hôtel, sur l'interrupteur dans le couloir, chez vous si j'y vais, etc. Là, chaque doigt est spécifique d'un interrupteur. D'accord? Voilà. Eh bien, prenons l'exemple du gène de l'insuline. Le gène de l'insuline, il est partout. On l'a dans le cerveau, dans le cœur, dans le foie, dans les reins, dans la peau, on l'a partout. Mais où est-ce qu'il fonctionne, le gène de l'insuline? Uniquement dans certaines cellules du pancréas. Il y a donc une régulation spatiale. Il est éteint dans la peau, il est éteint dans le cœur, il est éteint dans le foie, il est éteint dans les reins, il est allumé dans certaines cellules du pancréas. Mais est-ce qu'il est allumé tout le temps, le gène de l'insuline? Non. Quand est-ce qu'on a besoin de fabriquer de l'insuline? Quand le taux de sucre dans le sang augmente. Donc après un repas, grosso modo pour nous les adultes, 3 fois par jour. Donc il y a une régulation temporelle. Régulation spatiale, régulation temporelle. Vous avez quelques gènes qui sont allumés tout le temps, on appelle ça des gènes constitutifs. Vous avez quelques gènes qui sont allumés partout, dans tous les tissus biologiques. On appelle ça des gènes ubiquitaires. Et puis la grande majorité des gènes sont régulés spatialement et temporellement. Alors vous allez me dire, bah d'accord, très bien, mais moi, qu'est-ce qui m'empêche d'appuyer sur l'interrupteur à tout moment? Pourquoi
le gène de l'insuline, il est allumé que quand le taux de sucre dans le sang augmente. Le gros doigt, peut-être qu'il n'est pas là. Si, le gros doigt est toujours prêt à faire feu. S'il fallait fabriquer le doigt en plus, vous imaginez le temps de réponse. Non, il est toujours prêt à faire feu. Mais alors, si le gros doigt est toujours là, et l'interrupteur est toujours là, pourquoi le gros doigt, il n'appuie pas n'importe quand? Eh bien, tout simplement parce que les interrupteurs ne sont pas toujours accessibles. Et pourquoi les interrupteurs ne sont pas toujours accessibles? Parce que notre ADN n'est pas nu dans le noyau. L'ADN est associé à des structures protéiques qu'on appelle des nucléosomes, qui sont des grosses structures sphériques. Et en fait, si je grossis, ça fait comme un collier de perles. Vous avez l'ADN en bleu, là, et puis la structure nucléosomale, donc, qui sont des protéines, en beige. Et l'ADN fait 2 tours autour d'un nucléosome, et puis 200 lettres AGCT plus loin, encore 2 tours, puis 200 lettres AGCT plus loin, encore 2 tours, et ça fait comme un collier de perles qui va ensuite s'empiler sur plusieurs couches pour faire quelque chose de plus ou moins condensé. Et donc, si je schématise ça pour faire plus simple, vous voyez, mon nucléosome, il n'est plus en beige, il est en jaune, et mon ADN est toujours en bleu. Et bien là, vous voyez, vous pouvez prendre l'image suivante. Vous savez, autrefois, dans les hôtels, ça ne se voit quasiment plus, mais il y avait des rideaux à bandelettes. Vous savez, quand vous tirez les rideaux, toutes les bandelettes se touchent, mais ça déborde sur le mur. Hein, ça ne fait pas que la fenêtre, forcément, hein, ça déborde sur le côté. Et donc, quand le rideau est tiré, toutes les bandelettes se touchent et vous ne voyez plus l'interrupteur. Et comme vous rentrez dans une chambre d'hôtel, vous ne savez pas où est l'interrupteur, vous ne la connaissez pas, cette chambre. Donc vous cherchez l'interrupteur, vous tirez le rideau pour y voir plus clair, et puis là, l'interrupteur entre 2 bandelettes apparaît. Et vous pouvez appuyer dessus. Eh bien, regardez, si l'interrupteur est là, il est accessible, et là, on a une chromatine qui n'est pas condensée, alors qu'ici, les rideaux sont fermés, toutes les bandelettes se touchent, et les interrupteurs ne sont pas accessibles. Ici, on ne peut pas exprimer les gènes, la chromatine est condensée. Et donc, comment on passe des rideaux ouverts aux rideaux fermés? Par une méthylation notamment de l'ADN. L'ajout de méthyle-CH3 sur l'ADN condense la chromatine, ferme les rideaux et empêche les interrupteurs d'être accessibles, donc les gènes ne peuvent pas s'exprimer. Ici, ils s'expriment, ici, ils ne s'expriment pas. Je vous présente un gène ici, avec son interrupteur, le gène est éteint. Pourquoi le gène est éteint? Parce qu'il est méthyle. À chaque fois qu'il y a un C suivi d'un G, le C peut être méthyle. Alors les méthyles ne sont pas que dans le promoteur, il y a des effets latéraux, c'est comme le rideau, quand vous l'ouvrez, vous le fermez. Donc là, j'ai mis 6 méthyles. Ben, quand il y a 6 méthyles, le gène est éteint. Parce que la chromatine est condensée, l'interrupteur est inaccessible. Quand il n'y a pas de méthyle, 0 méthyle, pleine lumière. Pleine lumière. Et vous savez, vous avez des interrupteurs à variation d'intensité. Eh bien, ça existe pour les gènes. Il y a des gènes, ils sont soit allumés, soit éteints. Il y a des gènes, ils peuvent être un petit peu allumés, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Donc là, 6 méthyles éteints, 5 méthyles, un petit peu de lumière, 4 méthyles, un peu plus, 3 méthyles, encore un peu plus, 0 méthyle. Eh bien, les gènes, c'est exactement ça. Et ça, vous voyez, les méthyles, c'est réversible, bien sûr. Et ça s'appelle, ces méthyles, les marques épigénétiques qui jalonnent notre ADN. Sauf que notre ADN, il est figé, c'est le même de la naissance à la mort et dans toutes nos cellules. L'épigénome, c'est-à-dire le génome avec les méthyles, ça varie en fonction des tissus, en fonction des cellules. D'accord? Alors, la pérennité des marques épigénétiques, ça dépend des gènes. Vous avez des gènes qui sont allumés le jour, éteints la nuit, ou le contraire. Donc les méthyles apparaissent et disparaissent sur un cycle par 24 heures. Vous avez des gènes, comme le gène de l'insuline, qui s'allume 3 fois par jour. Si on mange que 3 fois par jour. C'est pour ça que ce n'est pas bon de manger entre les repas pour un adulte tout le temps de grignoter. Un enfant, c'est différent, bien sûr. Parce qu'on joue avec notre gène de l'insuline comme un gamin qui joue avec l'interrupteur. Et on finit par fatiguer notre pancréas. D'accord? Mais c'est censé être 3 fois par jour. Donc ça peut être très transitoire. Vous avez des marques épigénétiques qui sont extrêmement pérennes. Vous en avez qui sont mises en place au cours du développement embryonnaire, des méthyles sur l'ADN, et qui vont le rester jusqu'à la mort. Et on a de très, très, très nombreux exemples dans cette salle. Parce qu'il y a une grande majorité de femmes. Les femmes, vous avez 2 chromosomes X. Un hérité de votre papa, un hérité de votre maman. Nous, les hommes, nous n'avons qu'un chromosome X hérité de notre maman. Notre papa nous a légué un Y, son Y. Mais les femmes, vous avez 2 chromosomes X. Un hérité de votre papa, un hérité de votre maman, mais vous n'en avez qu'un qui fonctionne. Vous n'en avez qu'un qui fonctionne parce qu'au cours du développement embryonnaire,
l'un des deux chromosomes X, là ce n'est pas un gène, c'est le chromosome entier, a été totalement méthylé, compacté, et il restera compacté jusqu'à votre mort. C'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour toutes les femelles de mammifères. D'accord? Alors, ça peut être celui du papa qui est éteint, ça peut être celui de la maman, mais ce n'est pas toujours le même. Dans certaines de vos cellules, c'est celui de votre papa. Dans d'autres de vos cellules, c'est celui de votre maman. Et c'est pour ça que si vous voyez un chat qui est noir et roux, vous pouvez affirmer, vous pouvez parier très gros et dire de très loin, c'est une chatte. On va vous dire, vous en avez de bons yeux. Non, c'est l'épigénétique. Pourquoi? Parce que le gène responsable du poil roux et le gène responsable du poil noir, c'est le même. Mais ce gène existe sous deux versions, on appelle ça des allèles en génétique, la version qui donne du poil noir et la version qui donne du poil roux. Si c'est un mâle, il n'a qu'une version du gène puisqu'il n'a qu'un chromosome X. Donc il sera tout roux, tout noir. Si c'est une femelle, qu'on dit homozygote, c'est-à-dire que sur les deux chromosomes X, elle a la même version du gène. Bon, ben, quel que soit le chromosome X qui est éteint, ça ne changera rien. Par contre, si elle est hétérozygote, c'est-à-dire qu'elle a hérité de son papa la version qui donne du poil roux, et de sa maman la version du gène qui donne du poil noir. Dans les cellules de l'épiderme, si c'est le chromosome du papa qui est éteint, eh bien c'est celui de la maman qui fonctionne et le poil sera noir. Mais dans les cellules d'à côté, si c'est celui de la maman qui est éteint, c'est celui du papa qui fonctionne et le poil sera roux. Donc dès lors que vous voyez un mélange de roux et noir, même s'il y a du blanc en plus, ça ne change rien parce que le blanc c'est dû à un autre gène sur un autre chromosome, eh bien vous êtes sûr que c'est une femelle. Voilà, ça c'est l'épigénétique. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a des épimutations? C'est quoi des épimutations? Une mutation, c'est un changement de lettre dans l'ADN. A remplacé par un G, C remplacé par un T, etc. Une épimutation, c'est un méthyle qui devrait être là et qui n'est pas là, ou un méthyle qui ne devrait pas être là et qui est là. C'est-à-dire que si le gène est une ampoule, la mutation est une ampoule grillée. Le gène ne fonctionne pas. Alors que l'épimutation, c'est une ampoule qui s'allume quand elle devrait être éteinte et qui s'éteint quand elle devrait être allumée. Eh bien, s'il y a des épimutations au cours du développement embryonnaire de la future petite fille et que les deux chromosomes X se mettent à fonctionner, eh bien, ça donnera un enfant mort-né ou une fausse couche. Ça n'existe pas, ce n'est pas viable. Voilà, donc c'est ici le cas de l'épigénétique, donc qu'on appelle ici un phénomène particulier, l'empreinte génomique parentale. Alors, vous connaissez les maladies génétiques, on en connaît plein. Les maladies épigénétiques, on en parle beaucoup moins, pourtant il y en a des célèbres. Le syndrome ICF, c'est quoi? Les signes cliniques, c'est une immunodépression qui fait que les enfants touchés ont des problèmes respiratoires dès l'enfance et ils ont une déformation du visage. On va dire, oh là là, mais ils doivent avoir un paquet de mutations dans leur ADN. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont juste certaines régions des chromosomes qu'on appelle les centromères qui devraient être éteints pour la vie, c'est-à-dire méthylés, et qui sont allumés, parce qu'ils sont déméthylés, tout simplement. Vous avez le syndrome de Beckwith-Wiman, SBW. C'est plus connu sous l'acronyme anglais SBW. C'est une forme de gigantisme. Les enfants naissent avec une langue tellement grosse qu'elle ne rentre pas dans la bouche, avec des organes abdominaux tellement gros qu'ils naissent avec une ouverture abdominale. Il faut bien sûr les opérer à la naissance et ils ont une espérance de vie extrêmement diminuée. Là encore, on doit se dire, oh là là, il doit y en avoir un paquet de dégâts au niveau de l'ADN. Non, pas du tout. C'est simplement qu'il y a une petite région de notre chromosome 15 qui n'est pas un chromosome sexuel, donc là ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Eh bien, une petite portion de notre chromosome 15 qui doit être éteint en un exemplaire, soit celui du papa, soit celui de la maman. Chez ces enfants, les deux sont allumés. Voilà. Et là, je vais refaire le lien avec les perturbateurs endocriniens, et on est au sein de l'association, au sein des femmes, eh bien, les travaux de l'équipe de Geneviève Almouzny, qui travaille sur le cancer du sein à l'Institut Curie, à Paris, et qui a prélevé des tumeurs du sein de 86 patientes, et elle a confirmé ses résultats avec 71 tumeurs provenant de 71 patientes supplémentaires, donc plus de 150 tumeurs provenant de 150 patientes. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu que dans les cellules tumorales du sein, il y avait accumulation d'une protéine qui s'appelle la protéine ASF1B, peu importe, elle a un nom barbare. Et cette protéine s'accumule anormalement, et plus elle est accumulée, plus le cancer
est virulent et métastasé. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette protéine? Elle tire les rideaux. Elle met des méthyles. Elle compacte l'ADN. Et donc, elle éteint des gènes. C'est son rôle dans la vraie vie, sauf qu'elle est tellement abondante dans les cellules tumorales du sein qu'elle éteint des gènes qui devraient être allumés. Et parmi les gènes qui devraient être allumés et qui sont éteints, eh bien, il y a des gènes qui sont des gènes suppresseurs de tumeurs, c'est-à-dire des gènes garde-fous de cancer. C'est-à-dire des gènes qui, lorsqu'il y a une tumeur qui se déclare, eh bien, ce sont les pompiers. Ce gène s'allume, fabrique une protéine qui va éteindre le feu, qui va dire « Allez les cellules, calmez-vous, ne vous multipliez pas ». Voilà. Eh bien, ça, c'est nos garde-fous de tumeurs. Eh bien, ici, ces garde-fous n'existent plus, parce que le gène à l'origine de ces garde-fous est anormalement éteint. Et son collègue François Radvani, de l'Institut Curie toujours, qui lui travaille non pas sur les cancers du sein, mais sur les cancers de la vessie, eh bien, il a analysé 57 tumeurs de 57 patients, confirmé avec 40 tumeurs de 40 patients supplémentaires, ce qui fait 97, près de 100 tumeurs analysées de 100 patients. Et qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, que dans les tumeurs de la vessie, il y a dans les cellules tumorales 7 régions chromosomiques qui normalement devraient être allumées, c'est-à-dire pas méthylées, et qui sont anormalement éteintes. Et pourquoi elles sont anormalement éteintes? Eh bien, on ne sait pas. Mais en tout cas, elles sont méthylées, ça s'éteint, et dans les cellules dans les cancers les plus virulents, ce sont les 7 régions simultanées qui sont éteintes. D'accord? Dans certains cancers, ce n'est qu'une région, 2 régions, 3 régions, dans d'autres, c'est les 7, et quand il y a les 7, c'est plus virulent. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces 7 régions? Des gènes suppresseurs de tumeurs qui sont anormalement éteints. Voilà. Et là, je disais que j'allais faire le lien avec les perturbateurs endocriniens. Parce que pour expliquer ça, ça ne s'explique pas par la génétique, ça ne s'explique pas par des origines infectieuses. Et on va voir que les perturbateurs endocriniens, ce sera la fin de mon topo, peuvent directement modifier l'état de méthylation des gènes. Et donc, il y a fort à parier, il n'y a pas beaucoup à se tromper, pour dire que ce qui a été observé par les 2 équipes de l'Institut Curie, dont je viens de parler sur les cancers du sein et les cancers de la vessie, eh bien, est lié à une exposition aux perturbateurs endocriniens. Alors, il reste la question de l'hérédité. On nous a dit, oui, bon, l'épigénétique, d'accord, c'est important, maintenant on est convaincu. Mais ce qui est bien, c'est que ce n'est pas héréditaire. C'est-à-dire que quand vous faites un bébé, s'il n'y a pas des méthyles chez le papa et la maman qui sont au bon endroit, ce n'est pas grave. Chez le bébé, on va faire reset et on va tout remettre dans l'ordre. Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça. La première qui l'a démontré, c'est Madame Emma Whitelaw, en 1999, qui travaillait sur ces souris, qu'elle a appelées les souris agouties, en référence à ce rongeur d'Amérique tropicale qui s'appelle l'agouti, qui a un pelage qui va naturellement du brun au jaune. C'est naturel chez l'agouti, ça ne l'est pas chez la souris. La souris doit avoir une fourrure brune. Et là, il y en a qui ont une fourrure jaune. Et plus les souris sont jaunes, plus elles sont obèses, diabétiques et prédisposées au cancer. Et alors, Madame Whitelaw s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe entre ces différentes souris? Et vous voyez, il y a tous les degrés. Il y a la souris normale, la souris totalement jaune, obèse, diabétique, prédisposée au cancer, puis il y a les degrés intermédiaires. Eh bien, Mme Whitelaw a regardé l'ADN de ces souris et elle n'a rien vu. Pas de mutation. Par contre, elle a découvert qu'il y avait un gène, un seul gène, qu'elle a appelé le gène agouti. Ce gène, normalement, doit être éteint. Et ça donne la souris normale. Là, ce gène est totalement allumé. Admettons qu'il y ait 5 méthyles sur le gène. Là, il y a les 5 méthyles. Là, il y en a 4. Là, il y en a 3. Là, il y en a 2. Là, il y en a 1. Là, il y en a 0. C'est le variateur d'intensité dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, Mme Whitelaw a dit, si l'épigénétique n'est pas héréditaire, quand je vais faire se reproduire des souris jaunes obèses, je vais obtenir des souris brunes. Eh bien non, elle a obtenu des souris jaunes obèses. Première démonstration. La deuxième, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est les fameuses rats gestantes, exposées à un perturbateur endocrinien aux effets féminisants. Sur 4 générations, on a le problème de stérilité mâle, enfin pas de stérilité, mais de diminution de la spermatogénèse. Et évidemment, quand est-ce que, du point de vue des lois de Mendel, on peut avoir une transmission à 100% chez les mâles? Ben, quand il y a une mutation sur le chromosome Y, parce que le chromosome Y n'a pas de compensation, il est tout seul. Donc la mutation est toujours dominante.
La première chose qu'a fait Michael Skinner, c'est d'aller vérifier que sur le chromosome Y, il n'y avait pas de mutation, il n'y en a pas. Par contre, il a mis en évidence des modifications épigénétiques sur les spermatogonies, c'est-à-dire les précurseurs des spermatozoïdes. Et puis ça aussi, je vous en ai déjà parlé. Là encore, transmission, mémoire fétale. Comment ça s'explique? Pas par la génétique, ça a été démontré, c'est l'épigénétique. Il y a au moins 2 gènes dont l'épigénétique est modifiée, c'est-à-dire le fait qu'ils soient méthylés ou pas méthylés, et notamment 2 gènes dont l'un est impliqué dans le neurodéveloppement. Et parmi les symptômes qu'ont ces enfants, il y a aussi des troubles neurodéveloppementaux. Et dernière diapositive que je voulais, pour terminer en beauté, peut-être j'ai dépassé, je ne sais pas. Oui? Bon, je termine juste, si vous m'autorisez. Hein, voilà. Épigénétique, environnement, j'ai mis / mode de vie, pour vous montrer que c'est vraiment plus que l'environnement, au sens où on l'entend de façon restrictive habituellement. Je vais d'abord vous parler des expériences de Randy Jortel, parce qu'il faut quand même que je vous donne un peu d'espoir. Hein? Donc, de l'université de Durham. Il a travaillé avec les souris agouties de Madame Whitelaw, les souris jaune obèses. Je vous rappelle que si elles sont jaune obèses, c'est qu'elles ont un gène, le gène agouti, qui devrait être méthylé, mais qui ne l'est pas. Alors il s'est dit, et si je leur donnais une alimentation riche en méthyle, est-ce que je ne pourrais pas reméthyler le gène? Alors avant de les faire se reproduire, il leur a donné une alimentation riche en vitamine B9, l'acide folique, c'est ça, et vitamine B12, qui sont des donneurs de méthyle. Et puis il a fait un groupe contrôle qui, avant de se reproduire, n'a pas eu cette nourriture. Eh bien, il a constaté que celles qui avaient eu la nourriture riche en méthyle, en donneurs de méthyle, en acide folique et en vitamine B12, eh bien, avaient un nombre de descendants jaunes obèses beaucoup plus faible que le groupe contrôle. D'accord? Et autre expérience qu'il a faite 4 ans plus tard, il a pris les souris jaunes agouties de Madame Whitelaw, et cette fois-ci, pendant la gestation, il les a exposées au bisphénol A, le fameux bisphénol qu'on trouvait, qui a été remplacé par le S dans le biberon des enfants. Eh bien, qu'est-ce qu'il a vu là? Que quand les souris sont exposées au bisphénol A, le nombre de souris jaunes obèses augmente. Le bisphénol A est capable de déméthyler l'ADN. Et donc augmente la déméthylation du gène agouti. Et la toute dernière expérience, les 2 dernières expériences dont je voulais vous parler, mais je ne peux pas ne pas en parler parce que Michael Minet, de l'Institut Douglas, et non pas Michael Douglas de l'Institut Minet, Michael Minet de l'Institut Douglas fait le tour du monde aujourd'hui pour parler de l'importance de l'affect sur l'épigénétique. Eh bien, en 2004, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des ratons mal léchés et des ratons bien léchés. Le léchage chez le rat, c'est l'équivalent du câlin chez l'homme. Et quand ces ratons sont devenus adultes, il a constaté que tous ceux qui avaient été mal léchés étaient hypersensibles au stress. Il s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors il a dosé l'hormone de stress, le cortisol. Et qu'est-ce qu'il a vu sans surprise? Que le taux de cortisol était anormalement élevé chez les rats qui avaient été mal léchés quand ils étaient petits, alors qu'il était normal chez les rats qui avaient été bien léchés. Et quand on dose le cortisol libre. Mais il existe le cortisol lié. Lié à quoi? À son récepteur. Il s'est dit, si je dose beaucoup de libre chez les rats qui ont été mal léchés, c'est peut-être qu'il y a un problème avec le récepteur qui n'arrive pas à fixer le cortisol. Le récepteur au cortisol. Alors il est allé voir le gène NRC31, qui est le gène du récepteur au cortisol. Et qu'est-ce qu'il a vu? Uniquement chez les rats qui avaient été mal léchés, et pas chez les autres. Uniquement chez eux, le gène du récepteur au cortisol était éteint parce que méthylé. Incroyable. Léchons-nous. Maintenant qu'il n'y a plus de masque. Et alors il a fait mieux. 5 ans plus tard, il fait la même chose avec des humains. Pas bien léchés, mal léchés. Il a pris des cadavres. 36 cadavres. 3 lots de 12 cadavres. 12 cadavres, 3 lots, je m'excuse de l'expression. 3 groupes. Ça, c'est la déformation du généticien avec ses trucs de laboratoire. 3 groupes de 12 cadavres. 12 cadavres morts de leur belle mort. 12 cadavres morts de suicide dont l'enquête sociale a révélé qu'ils avaient été abusés dans leur enfance. Et 12 cadavres morts de suicide dont l'enquête sociale a révélé qu'a priori, ils avaient eu une enfance équilibrée. Il est allé voir dans le cerveau des 36 cadavres l'état du gène NRC31, le récepteur au cortisol, l'équivalent du gène de rat de tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il a vu? Uniquement chez les 12 cadavres morts du suicide et abusés dans leur enfance, ce gène était éteint car méthylé, pas chez les 24 autres.
On savait que ce qu'on vit dans notre enfance nous suit toute notre vie, mais vous voyez que directement, le fait qu'on porte de l'affection ou pas à un bébé, à un enfant, va l'impacter peut-être pour sa vie. Et ça, ce sont des chercheurs de l'Institut Pasteur et du CNRS en collaboration avec d'autres équipes françaises et internationales qui ont publié ça en 2015. Ça fait beaucoup parler dans la grande presse. Il y a eu un article dans Le Monde, dans Libé en France, dans Mediapart, etc. Donc, et en fait, c'est une étude. Ils se sont intéressés à des populations de chasseurs-cueilleurs pygmées et d'agriculteurs bantous qui, à cause de la déforestation, ont dû, pour bon nombre d'entre eux, rejoindre brutalement le milieu urbain. Et ils ont constaté que tous ceux qui avaient rejoint le milieu urbain, et pas ceux qui étaient restés habités en forêt, étaient immunodéprimés. Alors ils sont allés voir les gènes de l'immunité, et ils ont vu que les gènes de l'immunité, chez les personnes qui avaient rejoint le milieu urbain, étaient beaucoup plus méthylés, donc éteints, que chez ceux qui étaient restés habités dans la forêt. Vous voyez, l'affect, l'habitat, eh bien, en fait, tout ceci nous montre que si on veut prendre en compte la santé dans sa globalité, il ne suffit pas de savoir si on a des anticorps ou pas contre le Covid. Il faut s'intéresser au vécu de l'individu, à ce à quoi il est exposé dans son environnement, parce que l'environnement nous impacte, et tout ce qui le perturbe et tout ce qui le pollue nous impacte, parce que ça va impacter l'épigénétique. Ça s'appelle la santé environnementale. Je vous remercie.